manière moins contrainte. Alors, dans le cadre d'un colloque sur la restriction des libertés associatives en France, je ressens, et d'ailleurs, je l'avais dit lorsque j'avais été sollicité, un triple décalage. Le triple décalage en lien avec ce que je fais habituellement et ce que Laurent fait aussi, une forme de décentrement. Et le pari, c'est d'essayer de faire sens de ce décalage et d'essayer d'apporter des choses, d'apporter du grain à moudre à ce colloque à partir de notre point de vue. Alors nous, avec Laurent Gaillet, nous nous intéressons à des formes de répression. C'est le premier décalage qui sont non étatiques, au sens où les acteurs répressifs qui se situent au cœur de notre réflexion ne sont pas des agents de l'État, mais des acteurs privés, parfois énigmatiques, un peu mystérieux, souvent indéterminés, qui, pour des raisons politiques et ou économiques, ajoutent aux sanctions légales leurs propres peines, et qui sont des peines extrajudiciaires. Donc nous, ce qui est au cœur de notre réflexion, c'est la revendication d'un droit de punir. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des gens qui ne sont pas des policiers revendiquent avec succès le droit de punir? Avec succès, ça veut dire qu'ils revendiquent le droit de punir avec des chances d'impunité. Donc les gens auxquels on s'intéresse violent la loi pour maintenir l'ordre. Ils sont comme ça dans un rapport oxymorique au maintien de l'ordre, dans le fait qu'ils rendent leur propre justice. Le terme qu'on peut employer en français pour les désigner, c'est celui de justicier autoproclamé. Et le terme qu'on emploie, nous, de manière un peu plus scientifique, mais qui a fait complètement flop dans le sens commun, c'est le terme de vigilantisme. Vigilantisme, ça vient de l'anglais vigilantism, qui vient de l'espagnol vigilante. C'est la manière dont aux États-Unis, on désigne précisément les justiciers autoproclamés dans l'histoire américaine depuis à peu près le 19e siècle. Ce qui est important pour nous, quel que soit le terme, c'est que ce terme, il valorise un rapport paradoxal à la loi, et que ce rapport paradoxal à la loi, il induit des relations et des interactions tout à fait variables entre des amateurs et des professionnels du maintien de l'ordre. À partir du moment où vous décidez de rendre justice par vous-même, de faire le travail de la police à la place de la police, se pose la question des relations avec les professionnels du maintien de l'ordre, les policiers. Et là, tout est possible. Ça peut aller de la rivalité au partenariat explicite. Le deuxième décalage, c'est que les victimes des justiciers autoproclamés sont diverses. Elles ne se limitent pas aux associations. Parmi eux, il y a les migrants isolés, il y a des pédocriminels présumés, il y a des fauteurs de troubles divers et variés, mais il y a aussi dans la liste des militants, qu'ils soient encartés ou non, liés ou non à des associations, mais néanmoins impliqués dans la défense d'une cause politique. Ce qui veut dire que nous, lorsqu'on aborde ces sujets, on est plutôt dans la répression des luttes sociales que des associations stricto sensu. Voilà. Et enfin, troisième décalage, mais après je vais me recentrer, c'est qu'on est des politistes avec Laurent Gaillet qui avons travaillé sur des terrains auxquels la France n'est jamais comparée. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la Russie, Laurent il a travaillé sur l'Inde et le Pakistan. Et si nous sommes aujourd'hui résolus à travailler sur le contexte français, c'est que nous sommes convaincus du fait que nos questionnements gagnent à être imprégnés de nos expériences passées. C'est-à-dire, qu'est-ce que le cas russe a à nous dire sur le cas français? Ce point de méthode appelle quelques précisions. Si on veut faire un détour par des contextes lointains, lorsqu'on réfléchit à la répression des associations, si moi j'y pense à partir d'un point de vue russe sur les 30 dernières années, une évidence s'impose à moi immédiatement, c'est que la répression étatique s'accompagne toujours de formes d'intimidation, de répression para-étatique. Dans un pays où on juge bon de légiférer sur la sexualité, où on va diviser en 2013 ce qu'on appelle dans la loi les relations sexuelles traditionnelles et les relations sexuelles non traditionnelles, vous pouvez être certain que vont apparaître dans la rue, sur Internet, des militants zélés venus de l'extrême droite qui vont se mettre à chasser les profils LGBT+, sur les réseaux ou dans la rue. C'est ainsi qu'on a vu se développer des groupes néo-nazis qui ont voulu se racheter une conduite à partir de 2013 en s'investissant la main sur le cœur dans la lutte contre de présumés pédocriminels, mais au service d'un agenda qui était ouvertement LGBT-phobe.
De la même manière, lorsque le gouvernement légifère sur les associations, en décritant que d'un côté, il y a des associations constructives et de l'autre, des associations indésirables, d'un côté, des associations patriotiques et de l'autre, des agents étrangers, hein, ben vous pouvez être certain que dès le lendemain, vous verrez apparaître des graffitis, je vais prendre la souris, sur le mur de ces associations. Vous voyez ici la plus connue d'entre elles, qui est l'association Mémorial. Vous voyez comment une des militantes s'est pris une sorte de mercurochrome vert sur le visage ici, qui est très irritant. Vous voyez ici marqué sur le mur des locaux de Mémorial à Moscou, agent étranger en russe, et puis un cœur avec marqué USA. De la même manière, et on pourrait répéter cela, on voit des dégradations de locaux, agressions de militants, délations, etc., en lien avec les priorités gouvernementales. Donc toutes les politiques qui sont menées par le gouvernement ont pour effet de débrider la violence extrajudiciaire contre les militants concernés. Je pourrais encore donner un exemple sur les enjeux environnementaux. Loin de moi l'idée de voir dans le contexte français un calque du contexte russe. Les régimes sont complètement incomparables. Mais ici, je voudrais quand même me permettre une digression en lien avec l'objet du colloque. Lorsque j'ai réfléchi à l'objet du colloque et en ayant un petit peu ce point de vue russo-centré au départ, ce qui est tout à fait frappant pour moi, c'est pas seulement la différence, ça serait pas uniquement que l'architecture institutionnelle ou politique est différente, mais aussi dans le fait qu'il y a des formes de légitimation des discours contre les ONG qui sont différentes en Russie et en France. Ce qui est tout à fait frappant en Russie, c'est de voir que les ONG sont au cœur de discours complotistes qui dénient aux associations le fait de pouvoir être autonomes. Les associations critiques sont associées à des associations non patriotiques vendues à des intérêts étrangers. La question est alors, pour qui roule l'ONG critique? Ça a changé sur 30 ans. En Russie, ça serait pour Soros, pour les Juifs, pour l'Occident global, pour le terme qui est employé par les nationalistes russes, c'est libéraste, hein, c'est-à-dire la construction d'un ordre libéral et de mœurs dévoyées. Donc, pour les ONG, le discours qui fonde la répression en Russie, c'est le procès en trahison. Il y a un soupçon fondamental, instillé par les élites dirigeantes, les médias, les entrepreneurs de morale, comme quoi les ONG critiques sont par essence non patriotiques et jamais autonomes. Et ça, je pense que c'est une question qui peut être plus largement posée dans ce colloque, hein. C'est de savoir à quel point en France, ce discours-là, associant l'activité d'ONG à des puissances maléfiques, étrangères, etc., on imagine que c'est le cas pour certaines d'entre elles, est présent ou non. Je ferme la parenthèse. Il ne s'agit pas de comparer terme à terme, hein, la France et la Russie, ça serait complètement absurde, mais il ne s'agit pas non plus de rejeter la comparaison en termes de configuration répressive. Parce que là, on en renverrait en quelque sorte les gouvernements dits autoritaires à une altérité radicale. Or, en France, on voit très bien à quoi ressemble une situation autoritaire. Lorsque vous regardez la répression des Gilets jaunes, il y a plein de choses, plein d'idées qui sont également utilisées en Russie pour réprimer les mouvements sociaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, on pourrait en donner. Lorsque vous regardez dans un autre registre l'action menée pour le confinement, au moment du Covid, vous retrouvez là aussi une configuration autoritaire particulière qui est tout à fait comparable à des choses qu'on pourrait voir en Russie. Donc, on croit aux vertus heuristiques de l'éclairage du cas français par des cas réputés incomparables. Et je peux illustrer ce propos. Si je vous fais une liste des exactions commises contre des militants, que par exemple, je vous dis que lorsque je pense à de la répression extrajudiciaire, je pense à des gens qui livrent le nom ou l'adresse de leurs adversaires politiques à la vindicte populaire, à des amis de l'ordre qui taguent le mot traître ou voyou sur des portes d'entrée, à des militants qui se font passer à tabac, qui découvrent leurs chiens empoisonnés, les pneus de leur voiture déboulonnés, leur outil de travail vandalisé, qui se font asperger d'essence ou de liquide toxique, qui se trouvent mis au banc de leur village, etc.
eh bien, ces exemples, ils sont tout autant tirés du cas russe que du cas français. Et dans tous les cas, ils relèvent de trois types de pratiques punitives qui traversent les contextes nationaux et qui représentent une forme de sale boulot, en quelque sorte. D'un côté, la délation ou l'humiliation publique. Alors, tout ce qu'on appellerait la divulgation d'informations personnelles sur les réseaux sociaux, le doxing, hein, et ce qui relève du vigilantisme numérique, hein, comme selon l'expression consacrée, les atteintes physiques aux personnes et les atteintes aux biens. Ce que partagent en tout cas les justiciers autoproclamés, quel que soit le contexte, c'est la présomption d'impunité. La présomption d'impunité en lien avec les caractéristiques sociales et politiques de la victime. Si celle-ci est une cible de la répression d'État, ben les chances d'impunité sont jugées supérieures. Quelles sont les capacités de mobilisation du droit des cibles visées? Quelles sont les chances qu'elles s'adressent à la police, qu'elles soient écoutées, que leurs plaintes soient traitées? Quelles sont les chances d'être soutenues si les victimes publicisent ce qu'elles ont subi? Les justiciers font toujours le pari que les victimes ne se tourneront pas vers la police, vers la justice, une fois qu'elles auront été frappées. Donc là, on est en sociologie politique dans un domaine où il y a une auteure anglo-saxonne qu'on utilise beaucoup, Cooper Nock, qui parle d'espace de permissivité. C'est-à-dire que tout à coup, on a là une configuration dans laquelle aller taper sur quelqu'un est possible car les chances d'impunité sont élevées. Alors, qu'en est-il en France? Évidemment, on pourrait faire un long détour historique, mais que je ne vais pas faire, sur l'histoire de la répression du mouvement évrier, sur l'histoire de l'utilisation des syndicats jaunes en France, sur les nervis des grands groupes industriels, sur la répression des militants communistes, je pense aux travaux de Vanessa, puis maoïstes, aux crimes racistes, aux attaques de foyers Sonacotra, aux attaques de centres LGBTQI+, etc. Bref, dans l'histoire et dans l'actualité, on pourrait trouver de nombreux exemples. Mais on peut dire qu'il y a trois causes principales qui fédèrent les adeptes de l'autojustice en France aujourd'hui. La première, c'est la lutte contre les migrants et les associations qui leur viennent en aide. La seconde, c'est ce qu'on appelle la police des mœurs, notamment à travers les mobilisations citoyennes contre les présumés pédocriminels. Et la troisième, c'est la défense de la propriété, de l'ordre économique dominant contre les squatteurs, contre les teufeurs, hein, on l'a vu récemment dans l'Aude, ou les militants défenseurs de l'environnement. Alors, contre les teufeurs, je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais avec Laurent Gaillet, on a fait une enquête à Rennes autour d'un videur de boîte de nuit qui nettoyait le quartier environnant de tous ces dealers, de tous les gens sans domicile fixe qu'il y avait dans le quartier. C'est Batman, oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ces figures de justiciers, elles transpirent tout le temps. Hein, lorsqu'on les voit, elles sont utilisées. On en parlait à midi. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans un domaine où la culture populaire est extrêmement présente. Hein, et les références à des super-héros comme Batman sont tout à fait ordinaires dans le domaine qu'on étudie. Alors, donc, comme on ne peut pas traiter, mais enfin, donc, c'est donc ça, ces trois directions-là sont au cœur du projet de recherche qu'on développe à partir d'aujourd'hui. En fait, il n'y a pas que la lutte contre les militants écologistes, il y a réellement ces trois fronts, ces trois domaines qu'on va essayer de mener de front, et dans l'équipe qu'on a constituée, où il y a Pablo, justement, Paul et Vanessa aussi. Alors aujourd'hui, je vais un tout petit peu développer dans le temps qui m'est imparti la question de la défense des droits de propriété en milieu rural. Alors, défense des droits de propriété, de l'agriculture productiviste et des grands travaux hein, en milieu rural, en m'appuyant sur deux terrains exploratoires que nous avons faits, mais surtout dans une manière un petit peu prospective, parce que le projet de recherche dont on parle, il commence la semaine prochaine, le 1er octobre. Il s'appelle Franju. C'est un hommage au cinéaste, vous l'avez tous compris, mais c'est aussi l'acronyme de France Justicière. Alors, lorsqu'on regarde les faits de violence extrajudiciaire commis à l'encontre des militants écologistes, on s'aperçoit que depuis une dizaine d'années à peu près, on voit des contre-mobilisations autour de la défense de la propriété
qui ont commencé à peu près au moment de Sivins, face à des populations jugées marginales et accusées de bafouer ce droit élémentaire à la propriété tout en manquant à leurs obligations de citoyens responsables. Dans le sillage des ZAD, on a vu par exemple des groupes d'agriculteurs, de riverains, souvent structurés autour des syndicats agricoles, notamment de la FNSEA, commencer à dire que face à la négligence, à la défaillance de la justice pour punir par exemple des occupants illégaux, il fallait qu'ils le fassent par eux-mêmes. Et ça, c'est classique. Le justicier autoproclamé se base toujours sur une critique, non pas de l'État, mais de la performance de l'État. C'est-à-dire qu'à la base de l'action justicière, il y a toujours une critique de la justice, toujours une critique de la police, qui, on le verra tout à l'heure, peut être évidemment alimentée par des discours au niveau national, formulés par des acteurs politiques, par exemple, qui vont encourager un petit peu cette critique et donc encourager aussi le développement de l'autojustice. Et alors ici, on pourrait donner de nombreux exemples, mais de quoi on parle exactement? Lorsque justement il y a eu la mobilisation contre la construction du barrage de Sivins, on a vu une contre-mobilisation d'agriculteurs et d'éleveurs locaux, armés de bâtons, de fusils, qui ont organisé des battues, hein, qui ont utilisé leurs armes pour exercer des tirs d'intimidation et qui s'en sont pris aux véhicules des personnes mobilisées, parfois pris en filature, voire vandalisés. Ça, c'est l'action physique, en quelque sorte, et au même moment, on voit sur les réseaux sociaux se diffuser les coordonnées personnelles des opposants, hein, avec des appels au meurtre. Donc des pratiques de doxing sur les réseaux sociaux qui correspondent à ce que je vous disais tout à l'heure. On a vu ça à Sivins, on a vu ça également à Bure. Et alors Bure, quand j'entends le mot Bure, je pense à Pablo Corroyer, ici présent, hein, puisqu'il a fait une superbe thèse sur les conflits à Bure. Et ce qu'il montre très bien dans sa thèse, c'est la manière dont la répression contre les occupants s'exerce non seulement par la police, mais par de curieux gendarmes armés de gants plombés, de bâtons, de bombes de gel lacrymogène de 500 millilitres, etc., qui ressemblent à des gendarmes, mais qui ne sont pas des gendarmes, qui en réalité sont une milice formée par l'ANDRA, qui est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Et là, c'est intéressant pour nous parce que très souvent dans ces histoires d'autojustice, il y a des formes d'indétermination. C'est toujours comme ça que s'opère aussi l'effroi, hein, chez les occupants, chez les personnes mobilisées, c'est de savoir mais qui est-ce exactement qu'on a en face. Et ça, on le voit très bien dans le Tarn aujourd'hui, autour de la 69, c'est-à-dire qu'il y a des rumeurs sur le fait que telle ou telle personne aurait fait ses armes chez Wagner, que telle ou telle personne s'appuierait sur des réseaux en lien avec la mafia turque, etc. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais en tout cas, ça fait peur. Et c'est ça l'essentiel, en fait. Lorsqu'on a été à Saint-Père-en-Retz, on a pu voir... C'est la souris, vas-y, on va faire. Ouais. Voilà. Ici à Saint-Père-en-Retz, donc ça, les événements se passent en 2019. Et là, on a une mobilisation contre un projet assez farfelu de construction d'un surf park non loin de Nantes, mais enfin pas sur la côte, hein. Vous voyez, c'est une sorte de piscine à vagues en réalité, mais à 20 km de la côte et avec des grandes vagues permettant, soi-disant, d'apprendre le surf aux plus jeunes. Et évidemment, ce projet est extrêmement consommateur en ressources, notamment en eau, et il doit prendre la place de terrain que des agriculteurs étaient prêts à céder à haut prix aux promoteurs qui voulaient construire ce surf park. Là, il y a eu un début de mobilisation avec des occupants, sachant qu'on est à quelques dizaines de kilomètres de Notre-Dame-des-Landes. Donc, il y a aussi quand même des savoir-faire dans la région en termes d'occupation, etc., qui sont tout à fait évidents.
Et là, la manière de déloger les occupants, bah, elle passe par des... Tout à coup, on voit des gens commencer à bloquer les routes, avec des gens de la FNSEA, mais aussi des soutiens locaux, pour faire des contrôles d'identité sauvage, voire des fouilles de véhicules, hein. Puis ensuite, c'est l'image que vous voyez, la mise en place d'un convoi de tracteurs avec des tonnes à lisier pour déloger les participants sous le regard passif des gendarmes. Là, dans l'enquête qu'on a fait, on a recueilli des témoignages pour savoir ce que les occupants avaient subi exactement. Et ils nous ont parlé de menaces de mort contre les principales figures de la lutte, d'attaques de portail à la voiture bélier, de tirs d'intimidation, d'empoisonnement d'animaux domestiques, et en relevant à chaque fois que ces pratiques sont impunies parce qu'on est dans un contexte rural où la présence gendarmesque ou policière est extrêmement évanescente, quoi, hein. Donc ça redouble aussi le sentiment de peur qu'il y a chez les militants, hein, dans ces contextes-là. C'est l'idée que de toute façon, si vous venez l'idée d'appeler la police, bah, cette police, soit elle viendra pas, soit elle viendra dans extrêmement longtemps. Donc ça donne évidemment aux assaillants un sentiment d'impunité accru. Et aujourd'hui, sur l'A69, que vous voyez ici, alors avec deux images ici, d'une part une pancarte mise sur les panneaux avec marqué oui à l'A69, non aux voyous, et à côté le fait de recouvrir de peinture la maison d'un soutien local aux occupants. Et ici aussi, alors là, on va y aller bientôt, avec Paul d'ailleurs, pour recueillir des témoignages également à ces sujets, où là, on entend parler mais c'est déjà documenté, de guet-apens de vigiles, d'incendies, hein, euh, de tirs à coups de mortier, et avec cette idée justement d'indétermination des personnes qui vous attaquent, quoi. Les personnes qui nous attaquent sont-ils une milice, genre une compagnie de sécurité privée louée par le constructeur de l'autoroute? Mais cette milice ne s'appuierait-elle pas sur des agents, des sortes d'entrepreneurs de violence qui n'appartiennent pas forcément formellement à la milice, mais avec laquelle ils ont un accord? Y a-t-il une forme de sous-traitance de la violence de la part de cette milice à des acteurs beaucoup plus mafieux, sans scrupules, dont la milice à tout moment pourra évidemment se distinguer, etc., etc. Évidemment, tout cela montre, et c'est intéressant, là d'ailleurs le fantasme aussi qu'il y ait des gens qui viennent de Wagner ou de la mafia turque, etc. C'est-à-dire que dans les luttes qu'il y a eu, dans l'histoire des luttes, par exemple aux États-Unis, lorsqu'on regarde sur les luttes antisyndicales, il y avait quand même une propension souvent de la part des patrons opposés aux grévistes à utiliser des gros bras qui ne venaient pas de la région en question, qui n'avaient pas d'insertion au niveau local et qui faisaient d'autant plus peur qu'ils venaient d'ailleurs en quelque sorte, hein. Et ça, dans la manière en tout cas dont les gens expriment la peur qu'ils ont de ce genre d'acteurs, on retrouve un petit peu ça. C'est-à-dire, on voit à la fois des gens locaux, mais en même temps la peur que voilà, on ait une sorte d'international de la répression qui viennent se greffer au mouvement de répression observé au niveau local. Une remarque qui est importante, c'est que cette répression extrajudiciaire, elle s'exerce non seulement sur les opposants directement concernés, les occupants, les écureuils, etc., mais aussi sur leurs soutiens locaux, hein. Et ça, dans le Tarn, lorsque ce qu'on voit avec cette maison, par exemple, on a là aussi des opérations de naming and shaming, c'est-à-dire des noms affichés sur l'autoroute avec des menaces de mort à côté. On a ça sur les réseaux sociaux, etc. On a dans le cas d'Alexandra, une opposante à la 69 qui avait refusé de quitter sa maison, des tentatives d'incendie criminel, hein, avec notamment, ça se termine par l'incendie de son véhicule que vous voyez ici, avant qu'elle soit elle-même aspergée d'essence par des gens qui ensuite prennent la fuite et mettent le feu à son portail également. Donc là, on a vu une campagne de doxing très importante visant une dizaine de soutiens notoires à la lutte contre l'A69,
dont les noms sont affichés sur chaque rond-point, entre Castres et Puylaurens, avec leur nom écrit en lettres de sang, assortis de cibles ou de la mention hébergeur de voyous, toujours avec un X. Et donc, pour faire sens un petit peu de tout cela, et pour ne pas être trop long, je vais prendre quoi, 10 minutes, ça va? 5 minutes? Max. Maximum 5 minutes? Ouais, 5 minutes. Quelques remarques pour terminer. La première, c'est que c'est difficile de dire aujourd'hui, est-ce que ces formes extrajudiciaires de répression se sont banalisées ou pas? C'est un peu trop tôt pour le dire. Voilà. Alors ça, j'aurais du mal. On n'aura pas forcément disons, le moyen de... mais il y aura quand même un élément de réponse à donner là-dessus, donc je ne vais pas le donner tout de suite. Euh, voilà. Il s'agit de mobilisation conservatrice, prise en charge par des acteurs réactionnaires qui visent à maintenir l'ordre politique et économique. Dans le Tarn, on le voit très bien, parce qu'il y a toute une configuration politique dominante qui a intérêt à la construction de cette autoroute. On est vraiment là dans le maintien de l'ordre économique et politique. Et lorsqu'on regarde un petit peu les discours qui accompagnent ces mobilisations de maintien de l'ordre, on s'aperçoit que ce maintien de l'ordre, il est légitimé dans le discours de ces gens par le fait qu'ils seraient presque distincts de leurs adversaires, presque de manière civilisationnelle. C'est-à-dire qu'à leurs yeux, ce qui se joue, c'est presque un conflit civilisationnel. Par exemple, quand l'un d'entre eux dit « Nous, on protège nos exploitations, si les Pink Floyd qui vivent dans les bois agressent un des nôtres, on le défend, on ne va pas laisser ces voyous qui portent des cagoules voler le lait, voler les volailles. » Et le passage à l'acte, il est justifié comme ça, par une sorte de conflit de civilisation où les gens normaux, les gens, les bonnes personnes s'opposent à ce qu'ils appellent les Cro-Magnons. Et avec une manière, alors souvent dans le registre des justiciers, il y a une manière d'animaliser l'adversaire, c'est un grand classique du registre justicier. Ici, c'est pas ça. C'est vraiment de reléguer les militants écologistes à des formes de, oui, c'est ça, d'hommes des cavernes, des Cro-Magnons, qui peuvent être vite tournés en ridicule. Un agriculteur mobilisé à Saint-Père-en-Retz dit par exemple, de toute façon avec eux on n'a pas le même langage, on est face à des gens qui parlent chaque matin à leur arbre, on n'a rien à se dire. Les registres de dénonciation, ils sont classiques chez les justiciers, c'est toujours les mêmes. Et un registre très important qu'on voit déjà dans l'expression Cro-Magnon, c'est le registre hygiéniste. Les justiciers ont toujours envie de nettoyer quelque chose. Hein, ils ont envie d'éradiquer les indésirables qu'ils assimilent à des nuisibles. Ce qui est tout à fait frappant lorsqu'on fait des interviews avec ces gens, lorsqu'on les entend parler, c'est à quel point ils renvoient leurs adversaires à la saleté. Ils les appellent les pulapis, des choses comme ça. Et la deuxième manière dont l'autojustice est légitimée, c'est par un registre qui vise là aussi à marquer une altérité radicale entre les défenseurs de la propriété au niveau local et les occupants qui sont, ou les mobilisés, qui sont renvoyés à une altérité sociologique radicale, notamment au fait d'être des écolo-bobos, incarnant une élite culturelle urbaine déconnectée de tout terroir. Ça, il y a une vidéo qui est virale, qui est un fake là depuis une semaine, justement tournée dans l'A69, où il y a un journaliste qui interviewe une prétendue mobilisée, qui lui dit « Nous, on ne veut pas d'autoroute ici ». Et le journaliste lui dit « Mais tu viens d'où? Tu habites où ?» Et elle lui répond « À Paris », avec un sourire un peu bête. Et cette vidéo qui est fausse est reprise par toute l'extrême droite depuis une semaine pour montrer justement la manière dont les occupants sont renvoyés à une altérité extérieure au terroir dont on parle. Autochtonie versus écolo-bobo. Dans les configurations justicières, on voit des choses alors extrêmement variables sur lesquelles on va se pencher, des syndicats agricoles, des entrepreneurs,
impliqués de près ou de loin dans les grands projets, avec des compagnies de sécurité privées qui sont à leurs ordres, et possiblement des militants d'extrême droite. On voit toujours dans ces milieux-là des sociabilités familiales, amicales, empreintes de virilisme. C'est très clair, par exemple, dans le Tarn, où les réunions se font beaucoup en marge des clubs de supporters de rugby. Et c'était très clair également à Saint-Père-en-Retz, où il y a toute une habitude de la part des agriculteurs, des hommes politiques locaux, de se réunir à la cave pendant que les femmes font la cuisine. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est de voir que dans ces configurations-là, il y a un rôle très important que jouent les élus locaux. Et là, c'est une notion qui nous tient à cœur avec Laurent Gaillet, qu'on avait développée dans le livre Fier de punir, qui est celle de prescripteurs d'autojustice. C'est très important pour nous parce que lorsqu'il y a une configuration justicière, il y a l'expression d'une demande de sécurité, plus ou moins fictive, mais il y a surtout des gens qui, en effet, prennent la parole du haut de leur position d'autorité pour critiquer la justice et pour légitimer l'auto-justice. Ce sont des prescripteurs d'auto-justice. Au niveau national, on les voit souvent au lendemain d'un attentat. Lorsqu'il y a un attentat qui choque les affects de tout le monde, le lendemain, il y aura toujours quelqu'un, par exemple, pour dire le problème qu'on a, c'est l'état de droit, c'est le carcan de l'état de droit. Vous voyez, une sorte de critique de l'état de droit pour justifier du coup l'autojustice. Ici, dans ces conflits-là, c'est ce qu'on voit. On le voit au niveau local avec, par exemple, dans le Tarn, le sénateur Philippe Folliot, qui fait le lien entre les pratiques d'intimidation des opposants à l'A69 et les réponses, je cite, très molles de la justice aux illégalismes militants. C'est repris dans la presse quotidienne régionale, notamment dans la Dépêche du Midi, dans le Tarn, et c'est repris au niveau national. Là, le Figaro Magazine, 5 septembre 2025, éditorial suite aux affrontements dans l'Aude avec la Rave Party et les vignerons en face. Réagissant aux affrontements entre teufeurs et vignerons, l'éditorialiste Guillaume Roquette dénonce, je cite, un renversement des valeurs symptomatiques de notre époque où des occupants illégaux sont mieux protégés que leurs victimes. Il appelle à réfléchir à de nouveaux moyens à déployer pour faire respecter plus efficacement l'inviolabilité de la propriété privée. S'inspirant de la doctrine du château en vigueur aux États-Unis, il conclut, je cite, « Soyons lucides, une plus grande participation des citoyens à la protection de leurs biens comporte le danger de dérapage ou même de bavure, mais elle serait extrêmement dissuasive. Le risque mérite d'être pris. » Donc là, ça, c'est des prescripteurs d'autojustice. Et on rejoint les discours sur la légitime défense, cher à Vanessa, qui a consacré un ouvrage, pas la légitime défense, mais l'analyse de la légitime défense, cher à Vanessa, qui a consacré un ouvrage à ce sujet. Pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est qu'on pourrait rentrer dans le détail des configurations justicières, c'est-à-dire quelles sont les relations avec les forces de l'ordre. Et ça, c'est des choses à étudier de manière extrêmement fine, parce que les choses peuvent évoluer, parce que des forces de l'ordre peuvent laisser passer, par exemple, des gens pour aller se battre avec des militants, puis ensuite aller voir les militants en leur disant « vous préférez qui, eux ou nous ?» Ça, c'est vu. C'est ce qu'on a vu à Saint-Père-en-Retz, par exemple. Donc, on peut avoir des usages tactiques, des justiciers autoproclamés par la police. On peut avoir, et de toute façon, ce qui est important, c'est le côté, on dirait en anglais, deniability. Vous savez, il y avait un livre sur les escadrons de la mort qui s'appelle Murder with Deniability. L'important, c'est de pouvoir dire « Ah, mais ces gens-là, on ne les connaît pas. » Si jamais, et ça arrive généralement, les justiciers autoproclamés commettent des excès. Je terminerai en conclusion sur une touche d'espoir qui consiste à dire que, évidemment, les effets de l'autojustice sur les luttes sont dramatiques.
parce que c'est terrifiant. C'est absolument terrifiant pour Alexandra de rentrer chez elle alors qu'elle a pris position au niveau local pour les occupants et de se dire que son chien va peut-être être empoisonné, son portail défoncé, etc. Et puis à qui va-t-elle aller se plaindre? Et se plaindre de qui? Auprès de qui? C'est terrifiant. On avait rencontré à Saint-Père-en-Retz une militante courageuse qui était née dans le village en question et qui avait constaté avec effroi qu'à partir du moment où elle était mobilisée, sa famille ne lui parlait plus, son oncle qui était son voisin avait construit pendant la nuit un mur afin d'isoler sa maison de la sienne. D'accord? D'où vient l'espoir? D'où vient l'espoir? C'est que, en réalité, les justiciers autoproclamés ont tendance à commettre des excès, des abus, et souvent s'abandonnent un petit peu à l'hubris de leur frasque. Ça veut dire qu'à partir d'un moment, ils deviennent ingérables, incontrôlables, et que c'est très difficile pour la police et les pouvoirs publics de ne pas se désolidariser d'eux. C'est d'autant plus le cas que les militants commencent à s'organiser contre eux. Lorsque, en particulier, les militants ne sont pas le gibier de justiciers habituels. Je l'ai dit au début, les justiciers ont tendance à choisir les cibles les plus vulnérables possibles. Mais quand ils s'attaquent à des gens politisés, à des militants, les militants, ils ont des techniques. Ils savent que, par exemple, il faut filmer les choses, que les caméras peuvent être apparentes, pas apparentes, etc., mais que produire des images sur les excès des justiciers peut avoir un effet. Ça a été le cas à Rennes, justement, pour ce videur de boîte de nuit qu'on avait étudié. Parce que précisément, il a un soir voulu interdire une free party qui était en lien avec un syndicat étudiant rennais qui s'appelle Union Pirate. Il a utilisé pour déloger les gens des gazeuses dont l'emploi est interdit. Et tout a été filmé par les militants. Tout a été filmé, c'est-à-dire qu'on les voit mettre à terre des gens, on les voit mettre des coups de poing à terre à des gens, on les voit gazer à bout portant des gens, etc. Eh bien ça, mine de rien, ça a provoqué la fin de cette équipe dans la boîte de nuit. Donc ça, réellement, ce qui est important, c'est ça, c'est que les justiciers ayant toujours tendance inévitablement à commettre des excès, ils s'exposent à la controverse, et c'est ça que les militants doivent exploiter face à eux. Voilà. Merci Gilles. Je manque à tous mes devoirs, mais je n'ai pas présenté en introduction donc Paul Grassin et Vanessa Kodachoni qu'on a invités pour discuter la présentation. Donc Paul qui est postdoctorant au FNRS en Belgique, qui a travaillé sur la police et la répression au Malawi initialement et qui travaille plutôt, je crois, sur les mobilisations environnementales aujourd'hui. Et Vanessa Kodachoni, donc qui est prof de sciences politiques à Paris 8, spécialiste de la répression du militantisme, qui a publié de nombreux ouvrages sur ces questions, et Gilles en a cité certains, et donc y compris récemment aux éditions Divergentes, Comment les États répriment. À lire. Commence, Paul? Ouais. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir enfin échanger avec Gilles. Non, je voulais vous remercier et souligner quand même à quel point j'ai trouvé l'ANR et ce colloque extrêmement inspirant à propos de ce qu'il est possible de faire en termes de collaboration féconde entre recherche fondamentale et monde associatif. Et je trouve que c'est des pistes à continuer à explorer. Et merci aussi pour cette initiative et l'exemple que vous donnez aujourd'hui dans le milieu académique. Bon, donc, comme vous l'avez compris, je suis bien un compagnon de route de Gilles et Laurent depuis plusieurs années, et tout particulièrement depuis plusieurs mois, où on commence à faire enquête commune sur ce qu'on pourrait appeler, avec Vanessa d'ailleurs, des formes de répression participative des luttes environnementales et plus généralement des acteurs de la protection de l'environnement en France. Je ne suis pas certain de parvenir à donner un contrepoint ou à offrir une prise de distance, mais j'essaierai plutôt de réfléchir à la manière dont on pourrait approfondir les pistes de recherche ouvertes par le papier. Alors, dans un premier temps, c'est un papier qui donne un bon aperçu de l'importance, mine de rien, d'un phénomène qui se développe a priori et de sa diversité aussi en termes de lieux, d'acteurs, de conflits envisagés, d'enjeux soulevés. Pour autant, ça reste une partie très émergée et médiatisée de l'iceberg. Je ne m'amuserai pas ici à faire une liste, mais c'est un phénomène qui dépasse largement les cas étudiés et on reviendra dessus. Voilà. Alors,
Si on s'en limite au cas étudié, déjà en termes du point de vue du type d'acteur, le monde des justiciers que vous décrivez semble se décomposer en deux ensembles. D'un côté, un petit patronat engagé dans la défense de ses propres terres, ou alors de son propre appareil productif, qui sont marqués par un rapport propriétaire à la terre et au territoire. Moi, j'en ai rencontré aussi dans les Deux-Sèvres, là où j'ai fait un terrain sur la répression des militants contre les méga-bassines. Un militant associatif, pour le coup, de France Nature Environnement, qui avait vu sa maison saccagée à l'issue d'une manifestation de la FNSEA, s'était vu jeter de l'autre côté, enfin, s'était vu balancer par les militants. La terre, elle est à nous. Et il y a ce rapport propriétaire au territoire, une manière de quadriller le territoire qui, à mon avis, est à creuser, notamment dans le cadre des mobilisations qui concernent les agriculteurs. De l'autre côté, on a des employés de sociétés de sécurité privées aux profils multiples, mais qui, a priori, n'ont pas tout à fait le même rapport à ce qu'ils défendent. Ces acteurs différents n'engagent donc pas les mêmes configurations répressives. Leur engagement justicier ont toutes les chances de différer sur le plan des valeurs, des normes défendues, etc. Penser cette diversité d'acteurs, c'est aussi s'intéresser à la question de la division du travail de répression. Entre les gros et les petits exploitants, dans le cadre des agriculteurs par exemple, les jeunes agriculteurs sont régulièrement mobilisés comme un peu la piétaille destinée à faire le sale boulot des plus gros exploitants. Entre entrepreneurs et mercenaires également, mais aussi entre l'État et les groupes concernés. Et ici, il me semble effectivement, tu l'as dit dans ta présentation, une piste féconde à explorer est bien celle des rapports de force, des rapports, tout simplement, entre les forces de l'ordre et les acteurs étudiés. D'autant plus quand on sait que la littérature à l'international sur le vigilantisme a tendance à montrer que ces rapports oscillent entre un État qui laisse faire, qui parfois incite ou qui parfois réprime. Et ce ne sont pas des acteurs différents qui sont incités, laissés ou réprimés, mais c'est souvent les mêmes en fonction des configurations. Alors là-dessus, sur la thématique des rapports avec les forces de l'ordre, j'ai quand même noté que l'ANR laïque et les rapports qui ont été donnés à lire ce matin, en tout cas qui ont été déposés sur la table, ne mentionnent pas du tout cet aspect non étatique de la répression. Et donc je me demande, a-t-on affaire à des modalités répressives qui coexistent simplement sans vraiment s'articuler? Est-ce que nos enquêtes permettraient de creuser cette question-là, ou tout simplement, si on a deux champs de recherche qui communiquent peu, c'est parce qu'en fait, on a deux formes de répression qui finalement s'articulent relativement peu. Penser les configurations d'acteurs, c'est aussi penser les jeux d'échelle, les logiques locales, qui clairement, j'ai pu le dire dans les modes d'appropriation du territoire, des logiques plutôt mezzo, disons, au niveau des structurations de réseaux politiques et professionnels, dans quelle mesure les réseaux syndicaux ou les réseaux professionnels s'activent dans ce type de configuration répressive. Mais aussi, c'est penser à la question nationale, et notamment la fabrique de catégories d'action publique qui peuvent venir légitimer l'action répressive des autojusticiers. On peut penser bien sûr à la catégorie d'écoterrorisme, en réfléchissant non seulement à son usage contre des militants qui se revendiqueraient d'une écologie radicale, mais plus généralement pour policer et sanctionner des associations de protection de la nature ou autres. Sur ce point, en termes d'espace de laisser-faire, disons, il me semble qu'il y aurait une piste à creuser en s'intéressant notamment au travail des cabinets de conseil et autres organismes privés chargés d'orienter le cadrage politique des problématiques en général et des militants précisément. Alors, j'ai plus les sources en tête précisément, mais il me semble que du côté de l'Angleterre, il y a des choses à regarder dans la manière dont les cabinets de conseil ont aidé à orienter la criminalisation de Just Stop Oil et de la manière dont s'est ensuite constitué un appareil répressif absolument écrasant. Alors, la deuxième piste que vous explorez, celle du conflit civilisationnel, me semble également extrêmement intéressante. On le retrouve alors particulièrement dans le cas des acteurs des mondes agricoles. Tu les cites ici, et pas seulement des individus. La coordination rurale, qui aujourd'hui est un acteur prescripteur, voire même directement acteur de ce monde autojusticier, et c'est fondé sur une rhétorique ruraliste, associant une certaine identité paysanne à l'identité nationale et se présentant elle-même comme une barrière contre l'effondrement moral de la société, présentant une rhétorique qui présente systématiquement des ennemis de l'intérieur, les néo-ruraux notamment, mais également de l'extérieur, les écolos de Paris. Qu'est-ce que ça nous dit, le cas de la coordination rurale? C'est que ce conflit civilisationnel ne cible pas seulement les pulapis, mais qu'il cible généralement tout un monde de l'écologie politique. Et ça, il me semble que c'est quelque chose à souligner aussi. Ce ne sont pas seulement les zadistes qui sont visés par cela, quand bien même viser les zadistes ne serait absolument pas
légitime en soi. Alors, sur ce conflit civilisationnel, il me semble qu'il y a une deuxième piste à creuser, que vous mentionnez un petit peu avec beaucoup de pincettes pour l'instant, puisqu'on manque un peu de données, mais c'est le rapport évidemment à l'extrême droite. Alors, dans le cas des mobilisations anti-migrants étudiées par Mathis Gardonnier, ça ne fait aucun doute. Idem si on prend en compte les intimidations dont sont victimes les militants Antifa, ou alors les pro-palestiniens et les militants internationalistes. On peut penser notamment à l'expédition punitive d'un groupe d'ultra-droite à Paris en février contre l'organisation kurde Young Struggle, qui en est arrivé jusqu'à blesser au couteau un militant de la CGT qui était présent sur place. Encore une fois, la coordination rurale est un acteur intéressant à étudier pour ça, puisque c'est bien un acteur qui est extrêmement proche des mondes politiques souverainistes. Hein. C'est des acteurs qui sont très proches de Philippe de Villiers, au moins jusqu'en 2023-2024, où ils ont initié un rapport flagrant avec le Rassemblement national. Et donc, ces pistes-là sont évidemment à creuser. On a des données pour le vérifier. Alors enfin, pour conclure, trois petites questions. La première, c'est pour sortir de cette simple idée d'un conflit de civilisation, quand bien même, je ne veux pas juste dire qu'elle est simple, mais qu'elle se fonde avant tout sur l'analyse des registres, il me semble intéressant de revenir à la question de l'ordre que l'on défend. Violer la loi pour maintenir l'ordre, oui, mais quel ordre? Pas seulement en termes de normes, pas seulement en termes de valeurs qui seraient produites ou sanctionnées par ces acteurs, mais également questionner les ordres sociaux, économiques et politiques locaux que ces acteurs ne sont pas seulement amenés à défendre ou à revendiquer de défendre, mais des ordres dans lesquels ils sont pris. Quelle logique de dépendance locale se sont construites historiquement? Quelle logique d'affiliation? Dans quelle mesure, par exemple, l'ordre économique de Pierre Fabre dans le Tarn est un ordre social qui s'est entériné à tel point que des individus se retrouvent à défendre non pas des valeurs, mais défendre parfois même leur domicile, leur ancrage territorial, etc. À mon avis, creuser cette question-là permettra de dépasser l'analyse des registres ou des revendications. Et enfin, oui, deux petites questions. Bon, la première, c'est revenir au titre, faire le taf des Schmitt autrement. Alors, on le voit assez bien quand ce sont des militants zadistes à Saint-Père-en-Retz qui sont délogés sous les yeux des gendarmes qui semblaient ne pas avoir d'ordre d'intervenir. Quand sont pris pour cible des militants associatifs, d'associations de protection de la nature qui, par ailleurs, collaborent avec d'autres polices que sont les polices de l'environnement, voire même quand ces mobilisations prennent pour cible des bâtiments ou des agents de l'État, quel taf des Schmitt on fait à ce moment-là? Bon, ça me semble être une question à garder en tête. Et enfin, il me semble, d'un point de vue là, de recherche et de déontologie, ou plus généralement d'éthique de la recherche, la question de comment est-ce qu'on fait enquête sur ces objets, sachant que d'une part, on n'est ni des flics, ni des journalistes d'investigation. Alors, quel partenariat, et là, vous nous en donnez un bel exemple, quel partenariat nouer avec les acteurs associatifs et militants qui compilent ces données sur les agressions subies? C'est le cas de l'Observatoire des libertés associatives, mais de manière plus incognito, le travail énorme de contre-enquête militante qui est fait par les militants autonomes et qui produisent brochure sur brochure. Est-ce qu'on les exploite? Est-ce qu'on pille ces travaux-là ou on considère qu'effectivement ce sont des conditions de travail qui les ont amenés à être produites? Quel type de partenariat on établit avec eux plus généralement pour se retrouver à ne pas tout simplement convertir dans le monde académique des enquêtes de terrain qui sont faites par les militants? Même question bien évidemment sur le journalisme d'investigation. Quelle est notre place à côté de ces journalistes? Quelle est notre plus-value? Qu'est-ce qu'on apporte concrètement au débat autrement qu'à lister des agressions, etc. Merci beaucoup en tout cas pour. Merci également de m'avoir associé à cette discussion. Alors effectivement, je suis dans le projet Franju qui n'a pas véritablement commencé collectivement. Donc je découvre ce travail. Bon, je m'en ai parlé, vous m'en aviez parlé, mais je l'ai découvert en lisant le papier et je dois dire que c'est véritablement passionnant. Ça va donner lieu à quelque chose, je pense, d'extraordinaire parce que c'est un vrai manque. En France, on n'a rien fait de ça. Enfin, ça va véritablement combler un vide méthodologique et c'est vraiment extrêmement intéressant. Et c'est intéressant, je pense, parce qu'on voit que ça s'appuie sur des enquêtes et des réflexions nourries depuis plusieurs années sur le vigilantisme, les formes de punition non étatiques, sur des terrains étrangers. Mais justement, tu le dis, hein, Gilles, et vous le dites dans votre papier, on a l'impression que ces contextes lointains, comme vous dites, nourrissent ces recherches actuelles. Et moi, une des premières questions que je me posais, mais qui a peut-être répondu, c'est est-ce que vous attendez quelque chose théoriquement de ce nouveau terrain français? Ou est-ce que la démarche était, après Fier de punir, qu'il faut lire,
de regarder ce qu'il en est pour la France en partant de cette idée d'un nouveau terrain et on verra après pour la théorie. C'est-à-dire, est-ce que tu pars du terrain, enfin, tu vois, est-ce que tu partais de la même problématique ou est-ce que, voilà, voilà, qu'est-ce que tu en attendais? Donc, si j'ai trouvé ce papier particulièrement intéressant, tu as évoqué les filiations historiques que l'on peut faire. C'est que votre travail sur l'autojustice fait particulièrement écho, tu l'as dit, à mon travail sur la légitime défense, qui était l'objet de ma HDR, et en particulier la légitime défense des biens. Et moi, j'ai travaillé plutôt sur l'autojustice meurtrière à des fins officielles de protection des personnes et des biens. Et il y a des nombreux liens, et c'est à partir de là que je voudrais t'interroger, Gilles, et que j'aurais aimé interroger Laurent. Je regrette qu'il ne soit pas là. Alors, sur la légitimation de ces actions violentes, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la référence à l'autopréservation et aux défaillances de l'État en matière de protection des personnes et des biens, qui sont tout à fait historiques et traditionnelles pour justifier l'autodéfense et la légitime défense. Alors, vous connaissez peut-être cette phrase de Hobbes, hein, si un homme est effrayé par la menace d'une mort imminente et contraint de faire quelque chose de contraire à la loi, il est totalement excusé, parce qu'une loi ne peut obliger un homme à renoncer à sa propre préservation. Et on retrouve cet argument chez tout un tas de théoriciens, notamment, mais surtout, et c'est peut-être ça qui change dans votre travail, on le retrouve surtout dans le cas d'atteinte à l'intégrité physique, pas l'atteinte à la propriété. Autrement dit, l'autopréservation, c'est la préservation de la vie, que l'on retrouve tout au long du 18, 19 et 20e siècle sous la notion ou l'expression d'instinct de conservation. Que tu retrouves ça quelque part, la conservation de quelque chose. Et tout cet argumentaire va se retrouver de manière très puissante dans les années 70, 80 et 90, puisqu'il va servir à justifier, si ce n'est encourager, les meurtres d'autodéfense, les homicides sécuritaires, les crimes racistes. Et il est notamment mobilisé par d'anciens magistrats, des juges, des policiers proches de l'extrême droite, des artisans, des commerçants, des travailleurs, qui tuent, ou mobilisé par des gens qui soutiennent ceux qui tuent, des hommes, des classes populaires, souvent des étrangers, le plus souvent racisés. Je vais venir évidemment à votre travail. Et à ce moment-là apparaît quelque chose, une thématique de préservation de la race, qui est peut-être quelque chose qui fait écho à ton affrontement civilisationnel, qui sert préservation de la race, qui sert à opposer les honnêtes gens, thématique fort d'actualité, mais en fait qui est très vieille et qu'on retrouve dès la Révolution française, aux autres. Les loupards, la vermine, la racaille, les criminels, les délinquants, mais aussi les Nord-Africains et les Arabes. Il y a donc une dimension de genre, de classe et de race très forte au fondement de la justification de la protection des personnes et des biens, et peut-être même au fondement des passages à l'acte, qui va évidemment jouer sur la répression de l'autodéfense et dans le prétoire. Ce qui m'amène à vous poser une série de questions sur l'autopréservation et l'autre série de questions sur la violence. Je voulais tout d'abord t'interroger sur l'opposition entre mobiliser dans les luttes et mobiliser dans les contre-mobilisations, ce qui ressort le plus dans ton papier. De quelles oppositions parlez-vous? J'ai trouvé passionnant l'opposition que vous évoquez, non pas entre Honnêtes Jean et les autres, mais entre Jean du Cru, tu l'as dit, et les autres. Jean du territoire et les bobos venus d'ailleurs. Et donc, tu as parlé de conflits civilisationnels, de ce qu'il ressort des entretiens ou des discours des contre-mobilisés. Mais est-ce que tu peux nous dire quelque chose de plus précis, ou pas encore, en termes d'opposition sociale? A priori, les questions de genre et de race ne se posent pas ici. Quoique, sur la question du genre, tu as évoqué le virilisme propre aux autojusticiers. Et en lisant ton papier, j'ai un truc qui m'a un peu interpellée. Ça paraît évidemment normal, mais les victimes que tu as interrogées, il y a aussi des femmes. Ce qui n'est absolument pas le cas dans le cas de la légitime défense. Donc ça m'a beaucoup interpellée. Je ne sais pas si tu peux m'en dire quelque chose là-dessus. Donc, les questions de genre, là j'ai un doute, et de race ne se posent pas, mais qu'en est-il de la classe? Parce qu'on peut tout à fait supposer que ce ne sont pas les mêmes classes sociales, avec un possible renversement avec ce que j'ai pu observer. C'est-à-dire que ce ne sont pas, comme dans la légitime défense, les personnes d'autodéfense des biens, les personnes attaquées qui ont davantage de ressources que les attaquants. Est-ce que c'est le cas ou pas? Ou pas toujours, enfin, tu vois, est-ce que tu retrouves ça? Est-ce qu'il y a des distinctions sociales? Et donc, s'il y a des différences de ressources, je ne sais pas, sociales, scolaires, économiques, etc., ça n'induit pas les mêmes positionnements idéologiques et politiques. Est-ce une lutte des classes? Peut-être le mot est très grossier. Une lutte politique, comment est-ce que tu qualifierais ça? Voilà, tu évoques, c'est très intéressant, vous évoquez les militants écolo bobos,
et socialement étranger. Socialement étranger. Classe sociale peut-être. Certainement. Autre chose, ce qui est particulièrement intéressant dans votre travail, c'est la réflexion sur la défense violente des biens et de la propriété. Est-ce qu'il s'agit que de ça ou aussi d'autoprotection physique, hein? Vous l'abordez un peu dans le papier, mais j'ai l'impression que là, vous allez concentrer sur l'autoprotection des biens. Dans les années 70, il y a des milices citoyennes armées, j'y reviendrai, qui sont mises en place pour protéger les biens contre les voleurs et les cambrioleurs. Ils sont parfois votés par des municipalités de toutes petites villes. Attention, c'est pas Paris, hein. Des trucs vraiment pour se faire bien voir. Mais elles sont éradiquées très vite, elles n'ont quasiment aucun effet et elles ont disparu. Or, à vous lire, on a l'impression justement d'une réactivation de la défense violente des biens. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu pourrais dire qu'il y a réactivation, multiplication, et on en revient à la question de la banalisation? Tu m'as dit que tu avais des pistes pour répondre, donc j'attends. Et si oui, à quoi l'attribues-tu? Quels sont les facteurs déterminants pour toi? On peut faire l'hypothèse, on peut faire plein d'hypothèses sur le contexte, la réaction à des mobilisations elles-mêmes relativement nouvelles, l'émergence d'une répression participative légitime et légitimée, peut-être via les voisins vigilants. Est-ce qu'il y a des liens? J'allais te poser la question des voisins vigilants. Et puis, tu parlais tout à l'heure des effets de la répression étatique elle-même, hein. Tu disais, quand il y a une loi répressive, tout de suite derrière, on peut voir des effets en termes d'autojustice. Donc, est-ce que c'est vraiment ça le facteur selon toi? Ma deuxième et dernière série de questions porte sur la violence, son monopole et sa matérialité. Donc, dans les années 70, je l'ai dit, il y a des honnêtes gens armés qui patrouillent les rues et font même des blessés, alors peut-être même des morts accidentelles. Je ne parle pas des autojusticiers, disons, individuels, mais collectifs. Là, le nombre de bavures civiles est très élevé. Mais très rapidement, je l'ai dit, on rappelle l'interdiction des groupes de combat, les préfets montrent au créneau, enfin voilà. Il n'y a pas d'arrestation, pas de procès. Bon. Et vous évoquez, vous, les liens avec la police, ce qui doit être négocié. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? C'est-à-dire, vous évoquez dans le papier le fait que les policiers et les gendarmes laissent faire le plus souvent. Et tu as l'air de nuancer un petit peu après. Ce qui sous-entend qu'ils ne se sentent pas dérangés dans leurs prérogatives. Parce que moi, ce que j'avais observé, c'était que s'il y avait rappel de l'interdiction des groupes de combat, c'est qu'il y avait atteinte au monopole de la violence légitime de l'État. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils ne se sentent pas dérangés dans leurs prérogatives et qu'ils ne perçoivent pas les violences des contre-mobilisations comme des atteintes au monopole de la violence légitime de l'État? Cela dit sans doute beaucoup de leur perception à la fois des cibles à réprimer, tu l'as dit, mais aussi de ses alliés, agriculteurs et des sociétés privées. Alors, comment est-ce que tu peux appréhender ça? C'est-à-dire appréhender s'il y a perception d'une atteinte au monopole ou pas. Est-ce que tu peux le voir, ça? Est-ce que vous pouvez le voir dans votre terrain? Par ailleurs, on peut se poser, et tu as commencé, ça m'intéresse beaucoup, je suis très heureuse de pouvoir te lire dans le futur, se poser la question des limites de la violence des vigilants, quoi. Parce que, a priori, on pourrait se dire que ce laisser-faire qui leur est octroyé est à mettre en lien avec une violence limitée, tant dans ses modalités d'exercice, pas d'armes, que dans ses effets. C'est-à-dire les dommages causés sont peu importants. Or, vous montrez l'inverse. Vous montrez qu'il y a des armes, des bâtons, des fusils avec des pitous d'intimidation, des agents de sécurité qui ont leurs armes avec eux, et que les violences déployées sont multiformes, variées et intenses. Et de fait, personnellement, quand je vous lis, j'ai du mal à saisir cette tolérance policière, cette bienveillance, comme vous dites, sauf à considérer que c'est la légitimité des contre-mobilisations qui est en jeu et l'illégitimité perçue par les agents des forces de l'ordre des mobilisations écologistes ou des mobilisations étudiées. Est-ce que c'est le cas ou pas du tout? Ou alors, y a-t-il le partage d'une même vision du monde social, avec comme valeur centrale la préservation de l'ordre économique et social, partage d'une même vision du monde social qui vient peut-être d'une appartenance commune à la même classe sociale? Je reviens à la question des classes sociales. Bon, pour finir, vous évoquez à la fin la justice et les juges et vous évoquez l'attachement de l'autorité judiciaire à son monopole de la répression pénale. Et là, j'avais plusieurs remarques aux questions. Est-ce que c'est vraiment le monopole de la répression pénale qui est remis en cause ou celui de la violence policière légitime? Parce que tu vois, est-ce qu'il s'agit vraiment de punir au sens de rendre la justice? Parce que dans le cas de la légitime défense mortelle, quand les hommes tuent pour défendre leurs biens,
eh bien, ils disent que c'est un substitut à l'abolition de la peine de mort, par exemple, donnant clairement une assimilation à la peine. Donc, est-ce qu'il y a perception d'une atteinte au monopole de la répression pénale ou est-ce que vous vouliez dire qu'il y a répression judiciaire de ces contre-mobilisés violents? C'est juste la fin qui m'a interrogée. Et tu commençais à parler de choses qui m'intéressent beaucoup et qui est les excès. Et donc, peut-être des procès ou des gardes à vue. Il doit y en avoir. Voilà, désolé, c'était peut-être un peu long. Merci Vanessa. Tu as déjà beaucoup de questions, peut-être qu'on te laisse quelques minutes. Si tu peux ne pas être trop long avant d'ouvrir à la salle. Ou alors on se dit que ce n'est pas possible. Et en fait, on ouvre et on te redonne la parole ensuite. Non, mais c'est super. Oui, moi, je suis ravi. Merci à tous les deux. C'est extrêmement précieux. Et puis, j'ai enregistré pour Laurent. Il est évident qu'il y a pas mal de questions sur lesquelles je n'aurai pas la réponse parce que l'enquête ne me permet pas de répondre de manière un peu circonstanciée, quoi. À cela, s'il y a des gens sur Zoom, je vais peut-être répondre. Merci. Et donc, il y en a, et puis il y a des questions compliquées aussi dans ce que vous posez, c'est-à-dire que qui dépasserait un petit peu une réponse immédiate, par exemple, sur monopole de la répression pénale et la violence policière légitime. Alors, c'est intéressant. Il y a vraiment l'idée, quand même, dans le vigilantisme d'une chaîne judiciaire raccourcie. C'est-à-dire qu'on n'est pas que dans l'interpellation, hein. Et que précisément le vigilantisme, il se définit par le fait que la même personne est à la fois policier, interpellateur, juge et bourreau, hein, dans une chaîne ultra contractée, quoi, hein. Donc ça, c'est quand même le propre du vigilantisme. Ça veut dire que le passage à l'acte, il faut qu'il y ait une forme de coercition, donc une peine exercée par le justicier autoproclamé qui s'ajoute aux perspectives de sanctions légales. Et ça, on le voit très bien, c'est-à-dire que il s'agit soit de marquer les corps, soit de marquer la propriété. On le voit très bien avec le graffiti que je montrais, tu vois, sur la manière de repeindre les murs d'une maison, etc. Il s'agit quand même d'infliger une peine. On n'est pas uniquement dans la dénonciation. Dans l'autojustice. L'autojustice, il y a un passage à l'acte coercitif qui fait que cette dénonciation, elle se transforme tout à coup en capacité à rendre justice de manière aussi expéditive que sommaire. C'est de la justice sommaire, c'est de la justice expéditive. Ça, c'est vraiment au cœur de notre définition. Je vais remonter les questions. Alors, sur les limites de la violence des vigilantes, là, sur ta question, ou partage d'une même vision du monde social. Alors là, bon, là, évidemment, ça sera à investiguer. Ce qui est très clair dans ce qu'on a vu à Saint-Père-en-Retz, c'est qu'on a vraiment un ordre économique local qui est basé sur l'interconnaissance. C'est quand même des mondes d'interconnaissance. Donc, ça veut dire que si on est à Saint-Père-en-Retz, c'est un village, concrètement. Donc, les gens de la FNSEA, grâce aux dispositifs mis en place, type agriculteurs vigilants, délétères, voisins vigilants, ils ont le 06 de gendarme. D'accord? Donc, ils peuvent de toute façon avoir un accès privilégié aux forces de l'ordre, ce que n'ont pas les occupants. Donc là, il y a une asymétrie quand même extrêmement importante en lien avec ces dispositifs. Et c'est là qu'on voit que les dispositifs de délégation de pouvoir de police par le haut, type voisin vigilant, peuvent aussi créer d'autres choses, tu vois, par le bas, des connivences, de l'interconnaissance, etc. Et ces interconnaissances, en tout cas à l'échelle de Saint-Père-en-Retz, on les voit très bien entre élite économique locale, donc agriculteurs, élite politique locale et, j'allais dire, élite policière locale, en tout cas force de l'ordre. Donc dans ce cas-là qu'on a investigué, là, il y a le partage d'une même vision. Et là, ça rejoint la question, justement, je crois, de Paul sur les ordres sociaux, quoi.
Très clairement, là, on est dans la défense d'un ordre social. On sait très bien, on l'avait vu, c'est-à-dire que quand on avait travaillé sur vigilantisme, on disait, bon, mais participation des citoyens qui maintiennent l'ordre. Mais quel ordre? Ouais, c'est ça. De quel ordre on parle? Si on pense au lynchage dans le sud des États-Unis au début du XXe siècle, si on reprend le texte classique de David Garland sur le sujet, il le montre très bien. C'est un ordre. Qu'est-ce que défendent les Blancs dans le sud lorsqu'ils lynchent un Noir accusé d'avoir violé une Blanche? Ils défendent un ordre social, politique, sexuel, racial, tout en même temps. Tout à fait. D'accord? Et ça, c'est quelque chose, c'est un gros enjeu lorsqu'on travaille sur des sujets comme ça, c'est vraiment de ne pas prendre la définition de l'ordre pour acquise. Ça fait vraiment partie de la recherche. C'est hyper important et ça peut être quelque chose de très protéiforme, tu vois. Dans le texte de Garland, c'est très éclairant, ça. C'est-à-dire qu'on voit le côté sexuel, racial, social, politique, tout ensemble, et moral, quoi. Euh, alors, réactivation ou banalisation de la défense armée des biens. Euh, alors, deux questions que je vais reprendre aussi. Je ne vais pas être trop long pour quand même laisser ensuite des questions pour la salle. Qu'est-ce que je voulais... Alors, y a-t-il banalisation? Nous, on en fait l'hypothèse. Mais c'est une hypothèse et on ne l'a pas prouvée. Donc, on va s'y employer, vous et nous, dans les années à venir. Mais ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, en fait, le projet qu'on commence maintenant reprend la fin de Fier de punir le bouquin. Le bouquin, on faisait une sorte de tour de panorama mondial des pratiques d'autojustice, en partant de celles qui sont les plus éloignées de l'État, vigilantisme, pour aller celles qui sont le plus intégrées à l'État, les policiers, justiciers, dont on parlait à midi tout à l'heure justement. Et on terminait avec une conclusion sur la France, parce que le risque pour nous, c'est d'exoticiser l'objet. Si moi je parle du cas russe, si Laurent parle du cas pakistanais, on va se dire, oh, bah, tout ça, c'est pour les Russes, c'est pour les Pakistanais, et on est bien loin de la France. Vous voyez. Donc, on avait fait une conclusion en se disant, mais et la France dans tout ça? Et justement, ce qu'on avait vu, et ce que montre aussi dans son livre d'histoire sur les citoyens policiers, Arnaud Hout, sur son livre Citoyens policiers, hein, qui est un livre d'histoire très proche de ces questionnements-là, c'est qu'en France, il y a quand même une acceptation de la capacité de la police à réaliser ce monopole de la violence légitime qui est supérieure à d'autres pays et qui fait que bien souvent l'autojustice en France, c'est plutôt des menaces d'autojustice ou du chantage à l'autojustice. Retenez-nous ou on forme une milice. Retenez-nous ou on forme une milice. Et alors là, on voit les gens outragés d'avoir du trafic de drogue dans leur quartier, d'avoir de la prostitution dans le quartier. J'habite dans un quartier où il y a beaucoup de prostitution. J'avais été à des réunions publiques là-dessus. C'était typique de ça. C'était les gens qui parlaient au commissaire en disant « Non, mais si vous faites rien, on va former une milice. » Et donc, une sorte de chantage à la milice qui nous semblait assez important dans l'histoire française et toujours aujourd'hui avec donc derrière quand même une perception de ce qu'est la police, de ce qu'elle devrait être et de la légitimité de la police en tant qu'institution à maintenir l'ordre. Et c'est peut-être ça qui change. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans les fanfaronnades, on n'est plus dans des choses comme ça, on est dans le passage à l'acte. Et donc l'hypothèse, ça va être justement de voir s'il se passe quelque chose de ce point de vue-là. Voilà. Sur les liens avec la police, et je passerai aux remarques de Paul ensuite, perception d'une atteinte au monopole. Alors là, le cas qui est très intéressant, c'est le cas de Rennes dont je parlais, avec ce type donc, qui est un influenceur d'extrême droite, qui était sur la liste Zemmour à Rennes, qui est patron de la compagnie de sécurité d'une boîte de nuit qui est en centre-ville, qui est la seule accessible en fait à pied, donc qui est très importante pour la jeunesse rennaise, et qui est située sur ces quartiers typiques je ne sais pas s'il y en a un à Lille comme ça, mais une dalle, quoi, qui est en centre-ville. Il y en a une à Bordeaux, il y en a une à Rennes, on peut penser à Beaugrenelle à Paris, ce genre de quartiers-là qui ont été fondés, donc une dalle, quoi. Et une dalle, et au milieu de la dalle, il y a une boîte de nuit.
Et cette dalle, ben, la dalle, il y a plein d'endroits pour partir, pour arriver, plein de niveaux, etc. Donc, pour maintenir l'ordre sur la dalle, c'est pas évident. Sincèrement, d'un point de vue urbanistique, bon, ça pose un défi. Défi d'autant plus important pour la police rennaise qu'elle est en sous-effectif complet, notamment la nuit. Ce qui veut dire que pendant assez longtemps, en réalité, c'est ce qu'on nous a dit à mi-voix, euh, voilà, mais c'est que la police considérait que le personnel, les gardiens de la boîte de nuit assuraient la police de manière informelle sur la dalle, quoi. Et que donc, ben, ça faisait un point de moins à policer, quoi, en quelque sorte. Et alors, il y a plein de témoignages là-dessus. Alors, il y a plein, on est aussi dans le règne des rumeurs et des légendes, là, hein. Les liens avec la police, mais quelle police aussi? Parce que le type dont on parle a des clubs de sport de combat. Ils se vantent d'avoir beaucoup de policiers dans ces clubs de sport de combat. Est-ce que c'est vrai? Plein de gens disent que c'est un gros mytho, selon l'expression en vigueur. Donc, on n'en sait rien. L'important, c'est qu'il y ait un effet de plausibilité. C'est vraiment ça, c'est important par rapport à ce que tu disais sur le fait on n'est pas des policiers, on n'est pas des ONG. À la fin, on n'aura peut-être pas la vérité des relations entre ces gens. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'est-ce qui semble plausible aux gens qu'on interroge et qu'est-ce que ça crée comme insécurité. Vous voyez, l'idée de voir les Wagner dans le Tarn, c'est pas intuitif. Mais en même temps, le fait qu'on ait des représentations comme ça, voilà, ça dit quelque chose. Et donc, est-ce que c'est l'ami ou l'ennemi de la police? Ben, ça dépend. Et c'est justement aussi un enjeu de la recherche. Donc, sur tes questions, Paul, alors donc sur comment enquêter sur ces objets, une vraie question. C'est vrai que si j'en juge, nous, aux expériences qu'on a eues jusqu'à présent, lorsqu'on a comme ça, disons, un scandale en lien avec une question de maintien de l'ordre comme celle-là, on arrive facilement à accéder aux victimes. À Saint-Père, on est facilement accédé à FNSEA, syndicat agricole. En revanche, les gendarmes, les policiers ne veulent pas nous voir. C'est-à-dire qu'on a quand même un problème, et c'est un problème d'ailleurs général pour ce colloque, par rapport aux questions que vous vous posez. Moi, je peux en témoigner, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, c'était plus facile, ou Marion qui est intervenu tout à l'heure pourrait dire des choses là-dessus aussi, c'est-à-dire l'accès à la police, aujourd'hui, quand on est sociologue, est plus difficile qu'il l'était, hein, et que on a beau avoir un profil, dire voilà, nous sommes directeurs de recherche au CNRS, bonjour, etc. Oui, ben, rien à foutre. Ou au contraire. Oui, ou juste. CNRS, déjà, tu perds. Oui, peut-être, possible. Mais ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ça ne nous donne aucun passe-droit, aucune facilité pour aller rencontrer la police, bien au contraire. Ça veut dire, et ça c'est un vrai problème, ça veut dire qu'on est obligé de faire des enquêtes avec un point aveugle. Point aveugle qui peut être levé uniquement par la consultation de dossiers judiciaires dans lesquels on a des éléments d'enquête policière. Et ça, c'est possible. Mais c'est rétrospectif. Mais voilà. Le policier à la santé. Ah ben bien sûr, non, mais on n'ira pas plus loin. On n'ira pas plus loin. Mais je pense qu'on est condamné, c'est un sujet dont il faudra qu'on parle dans Franju, à ça, quoi, hein. C'est-à-dire, on va travailler sur du maintien de l'ordre et sur des formes de coproduction de la sécurité en sachant qu'on n'aura jamais accès à des acteurs qui sont partie prenante de cela, quoi, hein. Donc ça, c'est un peu chaud, en fait, d'un point de vue méthodologique. Il va falloir... eu la même chose. Voilà. Et donc, et vous avez eu la même chose. Et ça fait écho, quoi. C'est voilà. Euh, voilà, oui, sur le conflit civilisationnel, tu as dit un truc hyper intéressant, Paul, sur ennemi intérieur, extérieur, parce que je ne l'avais pas formulé comme ça, militants locaux et écolo bobo, quoi.
c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que la stigmatisation de ses ennemis, là, tu vois, ça renvoie à ce truc russe sur les ONG, là, où les ONG, c'est la cinquième colonne. C'est à la fois un ennemi intérieur et un ennemi extérieur en même temps, d'où la crainte qu'il suscite. Et moi, je crois beaucoup au fait que, je terminerai là-dessus, sur euh, le fait que les catégories comptent et que les discours politiques ont un effet performatif. Moi, je suis intimement convaincu du fait qu'à partir du moment où le gouvernement français se saisit de la catégorie d'écoterrorisme pour désigner un nouvel ennemi, ça a des effets judiciaires, encore qu'il faudrait d'ailleurs le voir. C'est-à-dire, ça a des effets policiers, Policier, c'est sûr. policiers, Policier, c'est sûr. indéniables. Est-ce que ça a des effets judiciaires? Il faut aller voir les procès, parce que les magistrats ne sont pas tous, si j'ai bien compris, friands de ce genre de catégorie. Pablo, je crois que tu en parlais justement vendredi dernier à l'autre colloque. Si tu as quelque chose à dire là-dessus, ça sera peut-être intéressant. Mais en tout cas, dans les perceptions et dans l'idée qu'on bénéficie tout à coup d'une sorte d'autorisation à exercer la violence extrajudiciaire, moi, mon hypothèse, en tout cas, c'est que ça a des effets, quoi. Voilà. Merci, et merci à vous, et on en rediscutera avec Laurent parce que j'ai enregistré tout ça. Donc, on peut prendre quelques questions, remarques, réactions. C'est ouvert. Du coup, moi, en 2019, je travaillais à la CTM de Grenoble. Et du coup, il y avait un syndicat de femmes musulmanes qui s'organisait pour que la piscine devienne accessible à toutes et toutes, avec notamment la possibilité de porter un maillot de bain couvrant. Donc, en fait, après avoir usé des voies diplomatiques, on a organisé des actions directes de désobéissance civile dans les piscines voilà, pour dénoncer un règlement qu'on jugeait discriminant. Et suite à ça, on a subi un certain nombre effectivement de répressions qui ont été notamment documentées par l'Observatoire. C'est vrai qu'il y a tout un champ à côté qui n'a pas du tout été travaillé. Du coup, ça me fait penser à ça, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Mais en fait, ça a commencé par des dizaines et des dizaines de courriers qui arrivaient au bureau avec des excréments, des photos pornographiques, que ce soit donc au bureau ou chez carrément une militante. Une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux, on était obligé de se relayer toutes les heures pour pouvoir effacer, bloquer les personnes qui venaient polluer la page Facebook à l'époque. Et il y a eu aussi en fait une mobilisation où il y a des personnes qui ont dit nous, on va organiser une baignade tout nu le même jour que elles vont aller se baigner. Et du coup, mes questions, du coup, c'est est-ce qu'on peut considérer un peu ce qui s'est passé là comme étant du champ de l'auto-justicier, etc. Qu'en est-il aussi de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'en a pas trop parlé. Et enfin, est-ce que vous avez déjà observé une forme de réappropriation des méthodes d'action parce que là, en fait, c'était ça. En fait, ils se sont réappropriés nos méthodes d'action de désobéir au règlement intérieur, mais sous une forme d'opposition. Merci rapidement, c'était passionnant. Alors, promis, je ne vais pas poser mes 6 questions. Très rapidement. La question de Léa me relance encore plus là-dessus, c'est est-ce qu'il y aurait quand même une frontière conceptuelle qui serait possible de faire entre autojustice et contre-mobilisation? Parce que sinon, j'ai un peu peur en fait que le terme d'autojustice, et c'est souvent le risque avec les super concepts, devienne en fait trop large, trop lâche et tout. Donc, typiquement, je ne sais pas, un groupe d'extrême droite qui va aller s'affronter avec des antifas, est-ce qu'on est dans l'autojustice ou est-ce qu'on n'est pas vu dans le rapport de force politique? Et donc, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de cas, et alors vous avez déjà dû sûrement y penser, mais là, comme ça, en y pensant, je me demandais, est-ce que l'une des différences, c'est pas que les personnes qui vont mettre en œuvre l'autojustice, elles vont toujours se considérer de près ou de loin comme des victimes initialement, ou victimes parce que leur propriété ou celle de leur congénère a été attaquée, ou parce que leur territoire est attaqué, ou que sais-je. Voilà. Est-ce que c'est la position de victime qui donne le droit de punir initialement et qui différencie de la contre-mobilisation? Et ma deuxième question est toute simple, c'est est-ce que parmi, pour le coup, des victimes de l'autojustice, est-ce que vous avez pu constater les types d'appels, d'attentes, d'ordre exprimés par les victimes de l'autojustice? Je ne sais pas si vous me suivez. En gros, est-ce que le type d'attente des victimes d'autojustice, c'est
de l'autodéfense, ou est-ce que c'est un surcroît, même chez des militants éventuellement anarchistes par exemple, est-ce que c'est un surcroît d'appel à l'ordre judiciaire, à l'ordre policier? Que fait la police, quoi. Que fait la police? Merci. En justice, c'est bon. Merci beaucoup pour une présentation passionnante. J'avais une question en fait comment je pensais aux vertus éventuelles aussi sur ces sujets de la sécurité et de revenir en fait sur d'autres politiques, notamment de grands équipements et de résistance en fait éventuellement locale à ces grands équipements. Et peut-être qu'on n'a pas à l'époque effectivement tellement étudié en fait les contre-mobilisations, voire les formes de répression locale parmi les alliés de ces grands équipements. Je pensais par exemple au Larnage, mais aussi à Blogo, éventuellement aussi à comment qui ont ces effets en fait un peu structurants de scinder des sociétés locales. Les éventuels alliés au projet et ceux qui s'y opposent et qui ensuite vont chercher des éléments externes. Et alors voilà, alors, du coup la question qui se pose, c'est est-ce que les stratégies des pouvoirs publics changent? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que cherche davantage en fait à obtenir des alliés à la coalition favorable au projet, qui ensuite sont celles, c'est aussi là où on va mobiliser en fait ces acteurs de la proposition. Donc enfin, voilà, je me dis peut-être que et ça permettrait peut-être en fait de reprendre un peu certaines archives d'action publique ou judiciaire, d'avoir accès à des éléments qui manquent dans la période contemporaine. Cette solidité, un peu une histoire qui a cette largeur enchantée aussi. Une petite question, une dans le temps, une dans l'espace. Dans le temps, dans les années 1950, en particulier Maroc, Tunisie, Algérie française, on parle beaucoup de contre-subversion, de contre-terrorisme. Est-ce que justement, un peu ce que disait Pablo, est-ce que vous remontez à ces notions de contre-subversion et de contre-terrorisme pour voir les adaptations et peut-être faire des parallèles? Ça, c'est pour le temps. Pour l'espace, je pense à l'usage de l'espace électoral. Sur ce que tu racontais, quant aux gens d'un département ou pas d'un département, la plus grande ville d'extrême droite en France, c'est Perpignan. C'est un électorat à moitié composé de gens nés dans le département, à moitié de gens nés à l'extérieur du département. Tout le vote FN, quasiment, vient des gens nés à l'intérieur du département, sur les calculs. Le vote de type Fillon, Macron, Zemmour vient de gens venus de l'extérieur du département. Et ils votent l'un contre les autres. D'un côté, on est chez nous, que les Parisiens retournent chez eux. De l'autre côté, chez les gens qui viennent du Nord, il y a une expression qui est de dire que c'est le département des Kajibou. Kajibou, c'est catalan, gitan, au Noul, le terme Noul venant bien évidemment de l'histoire coloniale, de la péjoration coloniale depuis le XIXe siècle. Donc là, il y a des vrais enjeux de vigilance l'un contre l'autre, chacun voulant toucher l'autre, si j'ose dire. Est-ce que Rita, vous avez un spécialiste de cartographie électorale pour travailler avec ça? Sur mon question, il n'est pas matché. Parce que ça serait super bien. Allez, des choses sur la NF. Encore de la classe, parce que c'est très important. Parce que Vanessa avait dit, OK, il y a des rapports des classes qui se font entre les militants locaux et les militants locaux. Et je voulais savoir, pour moi, c'est un ils sont déconnation de les rapports des classes. On va dire, on se sent envahi par ces locaux. Est-ce qu'il y a aussi un rapport des classes? C'est-à-dire, en fait, est-ce que c'est juste la il y a vraiment un rapport aussi qui se joue entre. Moi, j'ai réfléchi un peu plus, c'est vraiment pile et. Donc, c'est vraiment aussi un peu un métier, peut-être. Mais la dernière, moi, c'est un peu cette question. Et après, la question de la comparaison me semble hyper intéressant. On va dire, est-ce que les vigilants, ils s'inspirent aussi d'autres cas extérieurs, le vigilantisme, je sais pas, est-ce qu'il y a un concert sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous en parlez en fait d'autres cas que chercher des archives? Je vais peut-être rajouter juste 2-3 petits éléments. Et puis après, vous ferez votre marché.
Non, moi, j'ai deux remarques et une question. Une remarque, en fait, alors, pour peut-être alimenter l'hypothèse d'une montée en puissance, en tout cas, c'est nous, on discute beaucoup avec France Nature Environnement, qui à la fois comptabilise et avance que ça monte, en fait. Hein. Et d'ailleurs, nous, dans le travail qu'on mène avec l'Observatoire des libertés associatives, on a mis à l'agenda plutôt la question de la répression étatique, parce que c'était une attente, au fond, de la part des assos, avec le sentiment que depuis 2015, quelque chose avait changé. Et aujourd'hui, ce qui monte beaucoup, notamment du côté des écolos, c'est ça en fait, hein, c'est les attaques des syndicats, mais aussi de personnes et de collectifs plus informels. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des choses plus systématiques, mais parce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'au-delà des zadistes, ça commence à toucher au fond des acteurs et des petites assos très gentilles en réalité dans le secteur environnemental. Deuxième point, en fait, un truc que je trouve très intéressant en vous écoutant, c'est sur la question de la division du travail répressif, en fait, et un peu le brouillage des frontières publiques-privées, en fait. C'est-à-dire, on a eu parfois un peu tendance depuis ce matin à la répression étatique, la répression des acteurs privés. On voit bien comment, en fait, ça s'imbrique très, très fortement. Et nous, ce qui est intéressant, quand on regarde plutôt du côté des institutions, on voit un peu l'envers de vos prescripteurs d'autojustice. Nous, on appelle ça la pression à la répression. C'est-à-dire, c'est des acteurs privés de la société civile, beaucoup du côté de l'extrême droite, mais pas seulement. Ça va être le printemps républicain, ça va être des gens, des citoyens isolés qui disent il faut dissoudre la jeune garde, ou il faut s'en prendre à, ou si on prend le cas des soulèvements de la terre, au fond, il y a une mobilisation de la FNSEA qui dit je ne vais pas pouvoir retenir longtemps mes troupes, dissolver les soulèvements parce que sinon on va en venir aux mains. Et donc ça va dans les deux sens, entre des élus qui légitiment des formes de passage à l'acte d'acteurs privés et d'acteurs privés qui disent aux institutions faites votre boulot répressif. Donc je trouve que c'est intéressant de voir et de penser tout ça ensemble. Et enfin, dernière question un peu ouverte, mais sur la remarque de Paul que je trouvais vraiment intéressante sur quel ordre on protège et on défend. Alors, tu as fait une réponse en fait qui est intéressante sur l'imbrication au fond d'un ordre social, économique, racial et sexuel. Mais en même temps, c'est une question qui reste ouverte. En fait, nous, avec Anthony, on finit un peu notre bouquin là-dessus. Est-ce que la rationalité répressive est exactement la même au-delà de la configuration et des acteurs? Vous, c'est intéressant, vous suivez les acteurs et vous montrez bien que probablement, selon les causes, il y a beaucoup de similarités. Mais pour le dire très simplement, c'est est-ce qu'on réprime les acteurs écolos pour les mêmes raisons qu'on va réprimer les musulmans, par exemple? Pour le dire simplement, moi je pense, tu as beaucoup parlé de ça, on réprime les écolos pour protéger la propriété privée et le capitalisme, au fond, avec l'idée qu'ils viennent menacer la reproduction du capital en défendant le vivant, etc. Est-ce qu'on dissout le CCIF et est-ce qu'on s'attaque à ce type d'acteurs-là pour protéger le capitalisme? Je ne crois pas, en fait. C'est un autre ordre, en fait, qu'un ordre, c'est de l'antiterrorisme, etc. Et donc, il y a potentiellement quand même des rationalités répressives qui sont distinctes, qui vont utiliser les mêmes outils, dissolution, contrat d'engagement républicain, mais qui peuvent, malgré tout, être un peu, pas complètement imbriqués. En tout cas, moi, j'en suis là un peu dans l'état de ma réflexion et j'avais envie de vous entendre un peu là-dessus. Ok. Alors, tu peux ne pas répondre. Non, je ne vais pas pouvoir. Là, c'est pareil, il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Mais on va faire un tour de table et je pense que tout le monde aura des idées là-dessus. Mais alors, sur les réseaux sociaux, il y avait la question de Léa là, sur les réseaux sociaux. Et oui, alors moi, c'est quelque chose auquel on est très, très attentif. Et alors, le cas que vous donnez là de Grenoble est absolument effarant. Alors, je ne sais pas si vous avez gardé tout ça. Parce que ça ne serait pas inintéressant de regarder ça, hein, parce que justement, c'est des formes, nous, qu'on n'a pas vues, qui semblent exactement correspondre un petit peu à ce qu'on fait. Avec ce truc, ces bravades, nous, on va organiser une baignade tout nu, puisque vous organisez une baignade comme ceci, qui sont classiques, avec ces histoires on va reprendre le même registre de la désobéissance, mais pas avec les mêmes risques d'impunité, et pas pour montrer les mêmes choses. Et l'usage des réseaux sociaux, c'est ça qui est peut-être là, justement, dans la banalisation de l'autojustice, une hypothèse qu'on fait, c'est quand même aussi pourquoi expliquer que la période a changé. C'est parce qu'il y a d'un côté plus de choses physiques probablement, et c'est ce que tu sembles dire, Julien, en t'appuyant sur FNE, donc ça semble accréditer cette hypothèse, mais que parallèlement, et ce qui est certain, le vigilantisme numérique, il explose depuis 10 ans.
Et ça, on en est certain. C'est-à-dire que cette dimension numérique de l'auto-justice, là, bon, on n'a pas besoin d'aller chercher des chiffres pour montrer que le doxing, le naming and shaming, etc., avec la question que la forme de coercition exercée derrière, c'est la divulgation d'informations privées au public. Que ça, c'est une forme de violence qui, pour nous, rend du coup possible le fait d'utiliser le même cadre d'analyse. Donc, les réseaux sociaux, vraiment, ils vont se situer au cœur hein, de notre intérêt. Sur les questions de Pablo, alors, il y a une question à 1000 euros qui est celle de auto-justice et contre-mobilisation. On est parfaitement conscient de cela. C'est-à-dire qu'on peut dire en fait que auto-justice, il y a une frontière avec autodéfense et il y a une frontière avec mobilisation, contre-mobilisation réactionnaire, hein, souvent. Bon. Donc, quand est-ce qu'on est dans l'autojustice? Alors, l'autodéfense, c'est assez simple. L'autodéfense, on se défend soi. Exactement. À partir du moment où on passe à l'autojustice, c'est que, par exemple, bah, c'est typiquement dans quelqu'un qui, Charles Bronson, par exemple, dans Death Wish, va d'abord tuer les assassins de sa femme et de son enfant avant de s'en prendre à tous les criminels de New York. Hein. Et là, on passe de l'autodéfense à l'autojustice, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la vengeance, mais on est dans l'idée d'épouser une cause justicière. Donc ce côté-là, autodéfense, autojustice, on le voit à peu près, et c'est pas d'ailleurs simple dans le cas qu'on étudie, que la frontière va être un petit peu... Voilà, donc ça on en est conscient. De l'autre côté, entre militantisme radical et autojustice, quelles sont les frontières? Alors, on a fixé hein, dans Franju, un des objectifs qu'on a, c'est d'écrire un texte théorique là-dessus. C'est-à-dire justement pour essayer de concilier la littérature sur le vigilantisme et la littérature sur sociologie des mobilisations. On s'est pris un gros râteau en organisant un colloque avec Paul la semaine dernière, mais le colloque était passionnant, qui s'appelait Justicier de la nature. Et on essayait, c'est intéressant, parce qu'on point d'interrogation, on essayait d'avoir des communications sur justement la manière dont ce registre justicier, il peut être convoqué par des militants pour l'environnement. Si on pense à quelqu'un comme Watson, par exemple, si on pense à des gens historiquement dans l'histoire de ces mobilisations aux États-Unis, on a un vocabulaire justicier avec des gens qui mettent des masques de super-héros, des trucs comme ça. Et chez les animalistes, c'est extrêmement présent, tout ça. Eh bien, on n'a eu aucune communication qui reprenait la bibliographie de l'auto-justice. C'est un peu moche, mais du coup, on a eu des choses plutôt sur militantisme radical. Donc là, il y a un enjeu qui est extrêmement important, dont on est extrêmement conscient et qu'on va devoir travailler ensemble. Sur quelles attentes des victimes de l'autojustice, il y a une attente de justice face aux exactions. Là, ça c'est clair. Hein. C'est-à-dire qu'à Castres, on va assister en novembre à un procès, hein, justement, de gens qui ont dégradé du côté justement de ceux qui défendent le projet d'autoroute A69, qui ont dégradé des propriétés et qui vont être en procès hein, en novembre. C'est un procès dont il va être question au niveau national. Et là, il y a des attentes de justice de la part des victimes, de ceux qui défendent l'autoroute. Ça ne sera pas le cas de tout le monde. Ça dépend les gens. Il y a des mobilisés qui ne veulent avoir aucun lien avec la justice, rien à voir à faire avec la justice. Mais peut aussi y avoir la volonté de se défendre par le droit. Peut-être, je regarde dans les... Alors, sur la question des grands équipements, elle était passionnante, mais là, je vais laisser répondre Paul. Sur la question contre-subversion, contre-terrorisme dans les années 50, très bonne question que je note. Mais là, je ne pourrais pas... Pareil, sur la cartographie électorale, on a des intuitions là-dessus, mais là, je ne voudrais certainement pas dire publiquement des choses à ce sujet à ce stade. Je n'en suis pas capable. Et sur les rapports de classe, bah oui, ça c'est quelque chose qui va être très intéressant à regarder. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même dans des situations variables. C'est-à-dire qu'il y a des scissions au niveau local hein, entre les gens. Oui. Ah ben oui. Donc nous, ce qu'on avait vu à Saint-Père-en-Retz, c'est ça. C'est quand même qu'il y avait une division au niveau local du village autour de cet enjeu. Hein. Donc, est-ce que tu ne peux pas les rapporter à d'autres formes de ressources? Je ne sais pas, les ressources scolaires, les ressources économiques. Sans doute, sans doute, mais là, je n'ai pas les moyens d'y répondre pour l'instant. Mais
sans doute. Voilà, et c'est difficile à dire, c'est-à-dire qu'on a l'impression, par exemple, si tu veux, sur les rapports de classe, on aurait à ce moment-là un entre-deux, parce que c'est vrai qu'il y a d'un côté la stigmatisation des écolos globaux urbains qui connaissent un problème des terroirs, mais enfin, il y a tout la dénonciation des pulls à pisse, des punks à chiens, des choses comme ça qui se superposent à ça aussi. Donc là, on n'aura pas quelque chose de binaire non plus, tu vois, au moins a priori, mais ça va être super à investiguer, ça, hein. Ça va être vraiment, oui. C'est très clair. Et peut-être par rapport à ce que tu disais, Julien, donc ça sur la FNE, je suis très intéressé en effet de savoir quelles sont les données là-dessus. Sur la pression à la répression, c'est très intéressant aussi parce que ça, on imagine que ça peut également servir d'argument au niveau local. Et sur les rationalités répressives distinctes, oui, ça, je suis complètement d'accord et on va certainement on va veiller à bien différencier tout ça. Ouais. Effectivement, sur la dernière remarque de Julien, je pense que c'est pour ça que c'est très intéressant de penser à la question de quel ordre et quels ordres, généralement, quels ordres sociaux intérieurs sont en jeu, en fait, dans les mobilisations étudiées. Alors, sur FNE, je suis ravi que tu mobilises le cas, parce que je travaille avec eux aussi sur un autre projet, qui est le projet des Sentinelles de la Nature. Et je suis très intéressé pour échanger avec vous, parce que dans le cadre de ce travail qu'on mène sur le vigilantisme anti-écolo, j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux. Ils me disaient, mais t'en es où de tes échanges avec l'Observatoire des libertés associatives? Je leur disais, faut qu'on voit comment... Bon. Euh, pour revenir à deux petites questions, trois qu'ont soulevé Vanessa et la question de l'histoire des conflits généralement et des grands projets. Alors, est-ce qu'on a des exemples? Oui, pour ce qui est du remembrement, clairement. C'est-à-dire, on peut s'amuser à relire Jolivet et Mandras sous le prisme des contre-mobilisations, voire de l'autojustice, et on trouve des choses assez intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a un récit, notamment, qui a été capté, enfin pas capté, mais qui a été produit par la sociologie de l'action publique, qui a montré comment a émergé la modernisation agricole en parallèle à la modernisation de la Ve République, etc. Mais ça, c'est une lecture qui parfois fait un peu met une chape un peu sur ce qui s'est passé dans les campagnes, et ça a été très violent. Et où, du coup, déjà, la FNSEA, et là, alors, il faut s'amuser à aller chercher du côté de l'héritage du dorgérisme. On est sur des filiations bien réelles au niveau d'une génération d'agriculteurs, en fait, hein, qui ont fréquenté les mêmes mouvements. Moi, en travaillant particulièrement sur les agriculteurs, j'ai été frappé de relire Paxton sur Dorgère et de retrouver la même chose, la coordination rurale et le dorgérisme. On a l'impression que c'est les mêmes 70 ans plus tard. Ensuite, pour ce qui est des conflits, alors, je pense aussi que c'est une piste très intéressante, notamment au niveau des conflits industriels. Il y a toute une littérature qui s'est montée récemment. Je pense notamment à un ouvrage de Thomas Leroux et je me souviens plus de l'été, mais je me souviens plus de son prénom, qui s'appelle Débordement industriel, et de manière assez intéressante. Donc, c'est une compilation d'études de cas de conflits locaux autour de pollution industrielle au 19e siècle et au 20e siècle. Et la question de la répression policière et des autres formes extrajudiciaires de répression n'apparaît pas. On retrouve dans une littérature assez marquée par les sciences et les techniques le rôle de la légitimation par les savoirs, de la disqualification des mobilisations locales, mais on a l'impression que tout ça s'est passé sans trop de violence. Donc je pense effectivement qu'il faudrait rouvrir une bonne partie de ces enquêtes-là avec un regard différent sur la répression. Et ensuite, sur les deux questions de Vanessa, alors sur la question du laisser-faire des policiers, à mon avis, c'est là qu'il faut s'intéresser à la diversité des acteurs. Par exemple, si on s'intéresse aux agriculteurs, est-ce qu'on a affaire à des policiers qui considèrent que les agriculteurs sont dans leur bon droit, ou que de toute façon, si on fait l'histoire des mobilisations agricoles, les policiers ont toujours eu peur de retenir les agriculteurs? C'est vrai que dire. Et oui. Est-ce qu'on n'est pas là dans le maintien de l'ordre classique? Il y a à mon avis, si. À mon avis, si. Bien puni dans les agriculteurs. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, en tout cas, il faut aller chercher de ce côté-là et distinguer un peu, essayer de comprendre un peu plus finement qu'est-ce qui se joue à quel moment, parce que de toute façon, les agriculteurs, on le sait depuis la révolte qu'il y avait eu dans le sud de la France au début du XXe siècle, ils font à peu près ce qu'ils veulent quand ils veulent se mobiliser, parce qu'en quelques jours, ils bloquent la France avec leurs tracteurs.
Et ça, les notes internes de la police, dès qu'on touche aux mobilisations agricoles, c'est très clair. Il y a, attention, lever le pied, parce qu'il ne faudrait pas que... Et le poids électoral aussi. Et le poids Au niveau électoral. Et alors, on pourrait ensuite aller voir, au-delà du poids électoral, évidemment, les jeux de connivence entre l'élite agricole et très, très ancrée dans les réseaux de la Ve République. Bon, ça explique plein de choses. Et enfin, sur les classes sociales, alors, moi, je rejoindrais... Genre, Alors, je rejoindrais Gilles en disant qu'il y a des fractures intrafamiliales, des fractures au niveau d'un même groupe économique. Hein, les agriculteurs, par exemple, en fonction des syndicats, ils sont complètement opposés sur la question écologique. Ça traverse et ça recoupe pas complètement les appartenances de classe. Moi, à mon avis, en regardant finement au niveau des fractions de classe, il me semble que se joue quand même beaucoup une lutte du capital économique contre le capital culturel. C'est-à-dire que les zadistes, on a beau dire c'est des pulapis, il y en a beaucoup, ils sont masterants de l'EHESS. Et donc, voilà. Donc là, bon. En tout cas, il y a effectivement quelque chose là qui se joue, à mon avis, d'une défense du capital économique et aussi, du coup, alors, donc un capital économique qui est dominant, mais en même temps, qui est considéré comme comment dire, comme des moins que rien, ou qui se pensent vus comme des moins que rien par ces militants, des floues. Voilà. Et en fait, ce truc, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant dans ton papier. L'expression pulapis, je la ressors depuis tout à l'heure, parce qu'elle m'a un peu marqué aussi, parce que moi c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup de la part de copains en grandissant à la campagne, pour parler des néos, pour parler... C'est une expression qui circule énormément dans les campagnes, les pulapis. C'est pas un truc. Et donc là, on trouve un peu les gens qui, c'est une sorte de retournement du stigmate. En fait, ces gars-là, ils ont beau avoir fait des études, c'est quoi cette manière de vivre, etc. Ouais. Je pense qu'il se joue quelque chose, en tout cas, en capital économique, capital culturel, c'est à creuser. Un dernier mot, Vanessa? Non. Pas de ligue. Je vais faire de la pub. De l'autre promo, non. Non, parce que ce qui m'intéresse beaucoup ces derniers temps, c'est d'essayer de penser les changements de paradigme répressif. Et il me semble que selon les périodes, il se produit des changements de paradigme. C'est-à-dire, c'est quoi un paradigme? C'est ce qui va définir qui doit être puni, quand, comment, et au nom de quelle finalité. Et il me semble que la propriété privée, qui a toujours été au cœur de la répression, devient au cœur des légitimations répressives à partir des années 70 et 80, pour tout un tas de facteurs, mais qu'à partir du 11 septembre, on est passé dans autre chose qui se surajoute. La légitime défense la défense des biens, de la propriété privée est toujours là, mais on est dans autre chose qui est liée à la protection de la vie et peut-être la protection, je ne sais pas, d'une valeur, d'une civilisation, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'effectivement, les deux, pour répondre à ta question, Julien, je pense que c'est pas du tout, c'est pas la même chose, non. Franchement, je pense pas, mais je pense qu'ils sont pas pris dans le même paradigme répressif, voilà, ou dans la même logique répressive. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois, c'était passionnant.